Avant de vous donner la main pour les questions, je voudrais poser deux questions. Une pour le Quick Audit. Est-ce qu'il y a des, à votre connaissance, est-ce qu'il y a des difficultés ou des réticences à la réalisation de ces audits? Et pour la résilience en action aussi, quelle place, à votre avis, faut-il donner à la formation, notamment en hygiène hospitalière, au personnel qui travaille en bloc opératoire? Nous, on accorde une part importante à la formation pour les personnels du bloc opératoire et on est chacune responsable de différents blocs et régulièrement, enfin moi dans les blocs où je travaille, tous les ans je refais hygiène des mains, préparation cutanée de l'opéré, bio-nettoyage. En fait on fait les thèmes de base. Après s'il y a des problématiques spécifiques, on pourra faire des formations spécifiques. Mais c'est quelque chose que l'on fait tous les ans dans les blocs. En routine, oui. Et plus souvent si nécessaire. Okay. Et pour le quick audit, alors, donc, est-ce que, à votre connaissance, est-ce qu'il y a des réticences à l'organisation de ces quick audits? Maintenant, je pense que c'est vraiment un outil qui a été développé justement pour permettre de faire des audits de façon plus rapide peut-être et plus ciblée. Et les questions qu'on a rajoutées avec ma collègue sur, je rebondis du coup sur la dernière intervention, sur la vérification de la douche. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez remonté souvent. Déjà, on a du mal à évaluer, d'avoir un audit déjà pour évaluer est-ce qu'on contrôle que la douche soit faite. Donc là, le fait de le demander dans le quick audit et de demander est-ce que c'est quelque chose de visuel ou alors est-ce que c'est une question orale, c'est vrai que c'est important et c'est vrai que c'est des choses qui remontent pas mal et du coup, j'ai trouvé très intéressant l'enquête que vous réalisez du coup là-dessus. Oui, bonjour, Amine Tiali de CHI de Créteil. Une question pour Gabriel sur la chirurgie hors bloc. En fait, la chirurgie cataracte a déjà pris un petit peu d'essence sur la chirurgie hors bloc. Il y a pas mal de centres qui ont déjà essayé soit un des deux modèles, soit l'arc stérile, soit les chirurgies cubes. C'est vrai qu'il n'y a pas d'acte opératoire bien précis. Peut-être que c'est pas quelque chose de défavorable parce que ça laisse un petit peu l'espace aux établissements avec leur ARS de développer des envies de faire sortir la chirurgie cataracte qui encombre beaucoup les interventions en bloc opératoire, ça encombre beaucoup, donc ça laisse un petit peu de la place. Alors j'ai deux questions. Première question, est-ce que l'implant cristallin est un matériel ostéosynthèse, un matériel qui pourrait être interdit dans le document que vous préparez? Et deuxième chose, est-ce que l'anesthésiste, il doit être présent sur le terrain ou alors une délégation d'anesthésiste, ça suffit pour assurer le risque lié à l'anesthésie locale-régionale pour ces interventions? Alors, pour le premier point, la liste, alors pour corriger un peu ou affiner un peu ce que je veux dire, l'idée c'est que, d'ailleurs c'était la préconisation de l'Académie, l'idée c'est que les sociétés savantes listent les actes qui peuvent être faits en dehors du bloc opératoire. D'accord. Et elle sera probablement pas exhaustive en fait, enfin, on peut le présumer. Et ça sera... et il n'y a pas d'anesthésie. Donc, deuxième chose, alors il n'y a pas d'anesthésie. Alors, pour la cataracte, quand je disais tout à l'heure, les orthopédistes à l'Académie de chirurgie ont dit mais nous on ne posera jamais d'implant. C'était suite à la question, en dehors du bloc opératoire, c'était suite à la question en ophtalmo qui disait est-ce qu'on ne peut pas faire de la cataracte en dehors du bloc opératoire? Donc la question était directement mise de côté. Cataracte en dehors du bloc opératoire, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Et je pense que ça sera le cas plus tard. Alors l'histoire du chirurgie cube, bon, ça Corinne sera peut-être mieux placée que moi pour en parler, mais bon, ça peut effectivement être une alternative. Il y a plein d'embûches au chirurgie cube. Donc la première, c'est l'espace, qui n'est pas forcément évident. Hein, c'est-à-dire que vous avez pour opérer un petit espace. La deuxième chose, c'est que la qualification du chirurgie cube, pour l'instant, moi, j'ai pas compris comment il la faisait. Hein. Comment? J'ai pas bien entendu. L'histoire de l'ISO 5 sur le patient, je ne sais pas comment ils le font, sachant que la base de l'ISO 5, c'est dans une salle, en fait. Et que vous pouvez qualifier une salle, mais qualifier un endroit à opérer, je ne sais pas. En tout cas, le fabricant ne décrit pas exactement comment il a fait. Alors, il y a maintenant le frère ou le cousin de chirurgie cube, c'est arc stérile, qui est très développé en Europe. Et donc, il balaye avec deux flux qui sont horizontales. C'est plus le flux vertical et qui va pouvoir, qui pourrait, je dirais qu'il pourrait, mais qui est déjà utilisé par certains centres qui sont connus en ophtalmologie pour faire de la cataracte hors bloc opératoire. Et même des études, peut-être qui ne sont pas complètement bien fondées, qui montrent que le taux d'ISO pour la cataracte, alors c'est rare, hein, l'événement très rare, qu'à ce jour-là, il n'y a pas vraiment une surestimation de risque. Il y a 5 cas pour 10 000. Hein.
Donc si vous voulez démontrer quelque chose... C'est difficile. Après, il ne faut pas mettre de côté l'innovation. Hein. Enfin, ça, peut-être qu'il y a des innovations qui seront intéressantes, mais attention en procédant étape par étape. Hein. Je pense qu'il faut être quand même très prudent, sachant que la conséquence, comme vous le savez comme moi, hein, d'une endophtalmie. Voilà. Moi j'ai une question, une question pour Corinne. Il venait d'où ce trichosporon ? Eh bien, on n'a jamais su d'où il venait. Le mystère reste entier. Après, il y avait tellement de mauvaises pratiques on pense que ça vient de l'environnement. Et très certainement, avec les stockages qui étaient faits dans les sous-sols de l'hôpital, là, c'était pas conforme. Le décartonnage devant les vestiaires, devant les portes qui permettent de rentrer dans les vestiaires du bloc, ça non plus, c'était pas conforme. Donc c'était ne pas faire de maintenance depuis l'ouverture de ce bloc sur le traitement d'air depuis 20 ans, c'est pas conforme. Donc c'est un ensemble de choses non conformes, une pression des chirurgiens aussi, où on ne pouvait pas fermer les blocs pour faire les maintenances parce qu'il y avait toujours des patients à opérer. Voilà, donc on ne sait pas... C'est une question un peu provocatrice parce que c'est vrai que sur le terrain, quand on trouve comme ça des épidémies, enfin appelons-les comme ça, on n'a pas forcément toujours le coupable entre guillemets, on n'a pas toujours le prélèvement qui montre l'évidence de la preuve. Et je pense que c'est très pédagogique ce que vous avez montré. Parce qu'effectivement, il faut dire aux chirurgiens que peut-être on n'aura pas le coupable idéal, on n'aura pas l'identification, mais pour autant, très souvent, quand on reprend les pratiques à la base, on arrive à des améliorations et à l'arrêt de l'épidémie, même si on n'a pas la cause évidente. Alors on ne crie pas victoire, ça fait 1 an qu'on n'a pas de nouveaux cas, mais voilà, on ne sait pas si ça ne pourra pas se reproduire. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ensemble de bonnes pratiques qui sont mises en place aujourd'hui et on espère que ça sera suffisant pour que ça ne se reproduise pas. Juste une petite question à ce propos-là. Est-ce que vous avez fait une analyse approfondie des causes, en tout cas, essayer de regarder un petit peu les questions sur l'encadrement, le leadership, les problèmes de communication, parce que souvent ces problèmes de désorganisation ou qui sont finalement un peu de la négligence sont souvent liés au fait que voilà, les personnes qui sont chargées de l'organisation soit ne sont pas là, tout simplement, soit sont occupées à autre chose ou pour différentes raisons. Non, cette analyse n'a pas été faite. Oui, je pense que ça aurait été. Mais ça aurait pu aider, en ça aurait effet. Probablement, parce que c'est quelque chose sur lequel on peut potentiellement agir après. Pas toujours facilement, hein, mais en tout cas, c'est une piste. C'est pertinent, et en effet, on n'a pas eu le temps de le faire, mais c'est arrivé au moment d'un changement de cadre supérieur aussi au bloc, cadre de proximité, et c'est vrai qu'il y a eu, je pense, un peu un moment de conflit entre le paramédical et le médical aussi à ce moment-là. Donc, ça peut être en lien. Il reste un petit peu de temps. Moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais s'il n'y a pas de questions dans la salle, j'aurais une question, peut-être une réflexion à Mesdames Lefebvre sur l'outil que vous allez proposer. J'ai bien noté la réticence de certains professionnels, voire la totalité des professionnels. Est-ce que vous pensez que peut-être cibler sur des patients pour lesquels on connaît la difficulté de la préparation cutanée, notamment de la douche préopératoire, vous avez parlé des obèses, je pense aussi aux patients pas très mobiles. Est-ce que peut-être concentrer les efforts sur ce type de patients et en montrant à quel point c'est encore plus justifié dans ces cas-là, ça pourrait pas aider à l'acceptabilité de la mesure? Alors justement, dans le questionnaire des patients, eh bien, il y a, c'est des questions qui peuvent permettre de voir si le patient peut rencontrer des difficultés pour faire sa douche préopératoire et du coup peut-être l'orienter différemment. Et peut-être éviter l'ambulatoire si c'était un patient qui devait être en ambulatoire, et puis le mettre plutôt en conventionnel, et là, du coup, se dire attention, lui, peut-être qu'il faudra faire un petit peu plus attention. Mais après, c'est aussi... on nous a beaucoup remonté que des patients qui paraissaient vraiment avec
aucune problématique, paraissait vraiment très bien et n'avait pas une propreté suffisante. Donc, peut-être une dernière, toute dernière. Excusez-moi. Donc, combien vous avez eu de no-go pour douche non conforme? Aucun. Donc, tout va bien. Pour 100% de nos patients, on a une DDR. Très bien. Alors, on va clôturer cette séance et cette belle journée. Merci à tous les organisateurs et merci aux participants. Bonne soirée. Bien. Merci aussi à nos modérateurs, Monsieur Cartini et Olivia Ketapers. Et on souhaitait, je le fais rapidement parce que Hubert est occupé, mais je voulais vous remercier pour votre dynamisme et vos questions. J'espère que cette journée a été, en tout cas, riche en enseignements et en questions peut-être. Voilà, sur ces infections en chirurgie. Donc merci à tous, merci aux orateurs, aux modérateurs, merci à mon collègue de l'Académie de chirurgie et à nos collègues de l'Académie de chirurgie en général pour nous avoir accueillis dans si bel endroit. Et puis je laisse le dernier mot à Hubert Joannet. Oui, merci à tout le monde. Juste à l'Académie, on a l'habitude d'apprendre les uns des autres. Là, les chirurgiens ont appris des anesthésistes, les anesthésistes ont appris des infectiologues, les infectiologues ont appris des hygiénistes, des microbiologistes. Et donc, il y a des penseurs qui se sont exprimés, des infirmières, et on apprend les uns des autres. Et c'était ça le but. On le refera. Just do it.